La Chine a exhorté le Pakistan à régler cette affaire d'ici lundi. Donc lundi, c'est une vraie échéance et tout le monde travaille d'arrache-pied pour remettre la situation à l'état où elle était avant que tout ne dégénère dans cette violence. Bonjour à notre audience internationale. Vous écoutez Transition Protocol. Nous nous réunissons aujourd'hui en urgence, à un moment où nous ne le faisons pas d'habitude, un vendredi, le 17 juillet. Et avec moi, j'ai un panel d'invités de marque, Pepe Escobar et Larry Johnson, pour discuter d'une actualité qui concerne le monde entier. À toi, Pepe. Merci, Monsieur Z. Merci, Larry. Oui, nous en avons un. En fait, nous avons un rapport complet, et je vais vous en donner les éléments essentiels. Certains points sont extrêmement controversés, donc nous les présenterons au conditionnel. Mais l'information la plus importante qui circule ce vendredi, c'est que, soit dit en passant, les États-Unis bombardent l'Iran pour la 6e journée consécutive. Et je dois préciser, avant même de commencer, qu'ils bombardent des infrastructures civiles. Une partie de ces infrastructures civiles, je les ai vues de mes propres yeux lors de mon dernier voyage en Iran l'an dernier. Ils ont bombardé la tour de contrôle du port civil de Chabahar, dans le Sistan-Baloutchistan. Et le secrétaire des Guerres sans fin s'en vante même, en publiant la photo de la tour de contrôle en train d'être bombardée. C'est très important pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une infrastructure civile essentielle en Iran. Ensuite, c'est un corridor de connectivité. Le port de Chabahar, dans le Sistan-Baloutchistan, et le port jumeau de Gwadar, sur la mer d'Arabie. Ils ne sont séparés que par environ 80 km. Et aujourd'hui, ce sont vraiment des ports jumeaux, surtout en temps de guerre. Le gouvernement pakistanais et le gouvernement iranien travaillent ensemble sur ce projet. Et troisièmement, le plus important sans doute, c'est que ce port fait partie d'un axe majeur de connectivité que les Américains détestent absolument. Le corridor international de transport nord-sud. Il relie la Russie, l'Iran et l'Inde, 3 pays des BRICS, et c'est en quelque sorte leur route de la soie qui contourne le canal de Suez. Et surtout, qui contourne aussi le dollar américain. Donc voilà, c'est ça, le véritable agenda des États-Unis. C'est une guerre du pétrole depuis le début. C'est une guerre de la connectivité depuis le début. C'est une guerre autour d'un point d'étranglement pétrolier depuis le départ. Alors, ils doivent bombarder les corridors de connectivité qui échappent au contrôle américain. Et c'est pour ça que ce bombardement de Chabahar est si important. Bon, une fois que c'est clair, parlons de la Chine. C'est l'information la plus importante en ce moment. Le gouvernement chinois est en train de devenir, et je ne pense pas exagérer, terrifié à l'idée que non seulement le mémorandum d'entente, mais tout ce qui se passe en Asie de l'Ouest parte complètement hors de contrôle. D'après les informations que nous avons reçues, on peut établir que le Pakistan et la Chine, tous les deux, ont mené des consultations, ce qui n'a rien d'étonnant, puisqu'ils sont étroitement liés pour de nombreuses raisons, notamment à travers l'initiative des nouvelles routes de la soie. Le projet le plus important de cette initiative, c'est bien sûr le corridor économique Chine-Pakistan. Ils ont fixé une date limite provisoire qui tombe lundi, donc ce lundi. Autrement dit, il reste moins de 3 jours en réalité pour que le protocole d'accord et les discussions autour de ce protocole reprennent leur cours. Le gouvernement chinois, lui, est très clair à ce sujet. La position chinoise est très claire. Ce n'est pas une nouvelle négociation qui commence maintenant. L'objectif, c'est de ramener les deux parties à l'accord initial, le protocole d'accord en 14 points, que le président des États-Unis a littéralement bombardé depuis plus d'une semaine. Il n'a pas seulement bombardé le protocole, il bombardait aussi l'Iran. Voilà où nous en sommes du point de vue chinois. Et cela explique par exemple ce voyage.
Un déplacement de dernière minute, pratiquement secret. Les discussions se sont tenues à huis clos entre le ministre pakistanais des Affaires étrangères et notre ami Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères. La position chinoise a donc été très explicite vis-à-vis des Pakistanais. Faites tout ce qu'il faut pour rétablir le protocole d'accord. Est-ce faisable? Je vais poser cette question directement à Larry dans quelques minutes. Mais on peut dire que, vu les positions des deux parties en ce moment, c'est plus qu'une tâche sisyphène dans l'état actuel des choses. D'abord, parce que Trump n'a jamais eu l'intention de respecter le protocole d'accord. On peut même penser qu'il ne l'a jamais lu. Et s'il l'a lu, il ne l'a pas compris, même s'il l'a signé à Versailles, en France. Quant aux Iraniens, eux, ils laissent filer le temps. C'était d'ailleurs le sujet de ma dernière chronique, publiée entre hier et aujourd'hui. J'y expliquais que l'Iran n'est pas pressé. En fait, ils laissent passer le temps, parce qu'ils savent que le temps joue pour eux. Et chaque jour qui passe, la nervosité du président des États-Unis, du Pentagone et de tout le monde autour ne fait qu'augmenter. Et en plus de tout ça, ils ont la confirmation concrète de ce que le dirigeant Mostafa Khamenei lui-même disait dès le départ à son propre Conseil de sécurité nationale: « Je ne crois pas à des négociations avec les Américains. » C'était d'ailleurs aussi la position de son père, l'ayatollah Khamenei, qui a été assassiné. Donc le fait que Mostafa ait délégué au Conseil suprême en disant, en gros, « D'accord, allez-y, signez le protocole d'accord si vous avez une majorité solide. » Ils ont eu cette majorité, ils ont signé, et comme on pouvait s'y attendre, le protocole a été torpillé par le président des États-Unis. Quelle incitation pourrait-il bien avoir à revenir à la table des négociations? Et maintenant, on est dans une situation encore pire que celle d'il y a une semaine, parce qu'on est en plein milieu d'une escalade extrêmement dangereuse. C'est un jeu de représailles qui, s'il déraille, ne serait-ce qu'un peu, peut nous ramener à une guerre totale. Bon, je passe maintenant la parole à Larry. Je saute quelques détails sur lesquels on pourra revenir plus tard, notamment le rôle, disons-le diplomatiquement, à la fois fascinant, mais aussi très très dangereux de l'Arabie saoudite en ce moment. Une seule action saoudienne, ces derniers jours, le bombardement de la piste de l'aéroport international de Sanaa, au Yémen, risque de faire dérailler tout l'édifice censé aller vers la paix entre les États-Unis et l'Iran. Allez, Larry, à toi. Je sais que tout ça n'est pas très réjouissant, mais je suis sûr que tu sauras y mettre un peu de rythme. Oui, alors, je voudrais d'abord revenir sur toute cette question de la Chine. Qu'est-ce que Donald Trump a fait à la Chine hier soir? Il a insulté la Chine. Il a lancé de fausses accusations. Il a menti. Il a accusé la Chine d'être intervenue dans l'élection présidentielle de 2020. Et ça a déclenché aux États-Unis, chez les partisans les plus fidèles de Trump, des menaces incroyables dirigées contre la Chine. Certains allant jusqu'à dire qu'il faudrait faire la guerre à la Chine. Donc je pense que peut-être les Chinois sont aujourd'hui un peu moins enclins à faire pression sur l'Iran pour qu'il revienne à la table des négociations afin de trouver un protocole d'accord que les États-Unis ont eux-mêmes rompu. Et maintenant, les États-Unis ont clairement montré que leur objectif, c'est d'attaquer la Chine. Tant pis pour l'Iran. La Chine, c'est le vrai enjeu. Tant que cette dynamique existe, je ne peux pas croire que les Chinois seraient assez stupides pour l'ignorer. Donc à ce titre, tout ça finit forcément par avoir un impact sur la sécurité de la Chine. Et franchement, ça arrive juste après un événement d'il y a 2 jours, quand tous les pays des Five Eyes, avec plusieurs pays européens, et le Japon, 13 au total, plus les Philippines, ont signé un document, une lettre qui expliquait en gros
comment limiter le rôle de la Chine en mer de Chine méridionale, cette mer qui borde directement les eaux territoriales chinoises. Ce mouvement continu d'arrogance impériale de l'Occident est évident quand on parle de l'Iran. Il l'est maintenant aussi à propos de la Chine. Et il l'a été, clairement, à propos de la Russie. À un moment donné, je ne sais pas combien de temps il faudra à ces pays, les Russes, les Chinois et les Iraniens, pour enfin se réveiller et comprendre qu'il n'existe aucun chemin de négociation avec les États-Unis qui puisse aboutir à la paix et mettre ces tensions de côté. L'autre jour, j'ai été interviewé par quelqu'un de RT et j'ai dû rappeler aux Russes, vous vous souvenez du traité sur les missiles antibalistiques? Les États-Unis s'en sont retirés, ils l'ont violé. L'accord sur les forces nucléaires intermédiaires, les États-Unis s'en sont aussi retirés. Pouvez-vous me citer un seul accord, un seul, que les États-Unis aient conclu avec la Russie, la Chine ou l'Iran, et qu'il n'ait pas rompu? Vous ne pouvez pas. Alors ne retenez pas votre souffle, vous finiriez par vous évanouir. Parce que la réalité, c'est que les États-Unis, comme Sergei Lavrov l'a souvent dit, sont incapables de respecter un accord. Et c'est ça qui doit être au cœur de ce qui se passe, ce qui m'amène à la situation militaire. Là, le rôle de la Chine avec l'Iran a vraiment tout changé. Ça a modifié à la fois la dimension tactique et stratégique de la guerre. Ça s'appelle Beidou. Beidou, c'est le système de positionnement par satellite chinois, le remplaçant du GPS. J'ai appris récemment, grâce à un excellent YouTuber qui s'appelle Kevin Wamsley, un Américain installé en Chine, qu'il avait expliqué que pendant la guerre de 12 jours en juin dernier, en juin 2025, l'Iran utilisait encore les coordonnées GPS pour programmer ses missiles et les diriger vers des cibles en Israël. Eh bien, devinez quoi? La CIA et le Mossad les trompaient. Ils arrivaient à leur envoyer de fausses coordonnées, à faire croire aux missiles qu'ils visaient la cible A, alors qu'en réalité, ils frappaient la cible B, qui n'avait aucune importance. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'étaient pas trop inquiets à l'époque. La précision des missiles iraniens, quand ils dépendaient tous du GPS américain, était vraiment mauvaise. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. L'Iran utilise désormais le système de ciblage Beidou de 3e génération, et l'Occident a exprimé sa surprise, son choc et son inquiétude face à la précision de ces missiles. Et c'est justement ce point-là, je pense, qui inquiète particulièrement Israël, sachant qu'ils n'ont plus ce type de défense. Leur système de défense aérienne, avec les Patriotes, le dôme de fer, la fronde de David, tout ça, ça marchait, mais franchement, ça valait pas grand-chose pour dire les choses clairement. Par contre, quand ils pouvaient utiliser le GPS pour empêcher les missiles de toucher des cibles sensibles, là, c'était un bon système de défense aérienne. Mais maintenant, tout ça, c'est fini. Désormais, ils vont se retrouver directement dans la ligne de mire de missiles iraniens très précis. Et l'Iran a été clair. Si vous attaquez nos infrastructures, on attaquera les vôtres. C'est exactement ce qui s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Les ponts touchés au nord et à l'est de Bandar Abbas, l'Iran a riposté en frappant le pont qui relie l'Arabie saoudite à Bahreïn. En ce moment, les Iraniens ont l'avantage. Ils n'ont qu'à frapper encore et encore un total de 9 cibles pour forcer les États-Unis à abandonner leur présence dans le golfe Persique. Les 2 bases au Koweït, le quartier général de la 5e flotte et l'aéroport de Bahreïn, la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, celle d'Al-Dhafra aux Émirats arabes unis, ainsi que les bases aériennes Prince Hassan et Mouafaq al-Salti en Jordanie. Si l'Iran parvient à détruire ces bases, à les rendre inhabitables, inutilisables, la réalité, c'est qu'il ne resterait plus aux États-Unis qu'à replier leurs forces de combat et leurs forces aériennes en Israël. Et là, tout à coup, c'est Israël qui se retrouve piégé.
And then all of a sudden, Israel is in the trick box. So, one last comment that was revealed. Un dernier commentaire, révélé par le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Islami. Il a déclaré la semaine dernière que si les attaques des États-Unis se poursuivent, l'Iran pourrait envisager plusieurs options. Fermer le détroit de Bab el-Mandeb en s'appuyant sur les Houthis, revoir et modifier sa doctrine nucléaire, et même se retirer du TNP. Alors il faut se poser la question. Si vous êtes l'Iran et que vous revoyez votre doctrine nucléaire, ça veut dire une seule chose, puisque la doctrine actuelle, c'est pas d'armes nucléaires. Donc si Islami a raison, l'Iran pourrait bien passer de pas d'armes nucléaires à nous allons en avoir. Iran may very well go from no nukes to we're going to have nukes. Monsieur Z, vous voulez ajouter quelque chose? Avant que je vais essayer de conclure avec quelques informations supplémentaires et passer directement au drame de la mer Rouge. Allez-y. Je voudrais quand même ajouter que d'après tout ce qu'on sait, Ishaq Dar, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, a eu de longues discussions avec Wang Yi et d'autres hauts responsables chinois. Il a reçu pour mission de faire avancer ce dossier en utilisant tous les leviers dont dispose le Pakistan dans la région, mais aussi avec les États-Unis par le biais du canal officieux qui existe. Cela inclut la possibilité pour Asim Munir de parler directement avec Trump, ainsi qu'un autre canal qui passe par différentes personnes, mais surtout par J.D. Vance. Leur objectif, c'est de revenir à la situation d'avant, au statu quo ante, pas d'ouvrir de nouvelles négociations. Status quo ante, not a new negotiations. And China has urged Pakistan that they... Et la Chine a demandé au Pakistan de régler cette affaire d'ici lundi. Donc lundi, c'est une vraie échéance et tout le monde travaille d'arrache-pied pour remettre la situation comme elle était avant que ça n'explose dans cette violence qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, savoir s'ils peuvent convaincre un gamin malveillant à la Maison-Blanche de faire avancer les choses. Je n'ai pas de boule de cristal pour répondre à ça. Mais je peux dire que le Pakistan fera tout ce qui est en son pouvoir, et même plus, parce que la Chine le pousse à y parvenir. Et on m'a aussi dit que s'il n'y arrive pas, la situation va empirer. Voilà où on en est. D'accord, très bien. Allons directement à ce qui se passe en mer Rouge. En réalité, si vous n'êtes jamais allé au Yémen, vous ne pouvez pas savoir comment la direction yéménite prend ses décisions. J'ai eu la chance d'y aller l'année dernière. J'ai rencontré au moins 5 membres du conseil politique d'Ansar Allah, les forces armées yéménites, et j'ai visité toutes les zones du pays contrôlées par Ansar Allah, dont le siège est à Sanaa, la capitale, et qui vient de Saada, au nord. D'ailleurs, hier, vendredi, d'après les photos, toute la ville de Saada était dans les rues pour soutenir Ansar Allah, en réaction à ce qu'ont fait les Saoudiens. Ils ont bombardé la piste de l'aéroport international de Sanaa, alors qu'un vol iranien ramenait une délégation yéménite revenue d'Iran après les funérailles de l'ayatollah Khamenei. Le pilote a réussi, littéralement, un coup de maître. Il a évité d'atterrir sur la piste bombardée de Sanaa, a viré vers l'ouest et s'est posé sur la toute petite piste de l'aéroport de Hodeïda, au bord de la mer Rouge. Et, probablement par un vrai miracle, cette piste avait été réparée quelques jours plus tôt. Alors voilà la question que tout le monde se pose, Larry, moi et une foule d'autres. On a posé la question, je dirais, aux parties concernées, et on n'a toujours pas de réponse claire. Pourquoi les Saoudiens ont-ils fait ça? Pourquoi ont-ils fait exploser leur propre protocole d'accord avec le Yémen? Très peu de gens dans le monde savent qu'il existait un protocole d'accord qui, jusqu'à il y a quelques jours, fonctionnait entre Riyad et Sanaa. Mais il incluait aussi un blocus saoudien illégal du Yémen. La seule façon de se rendre au Yémen, c'est de prendre un vol de Yemen Airways. Et les seuls vols partent d'Amman. C'est exactement ce que j'ai fait l'an dernier. J'ai pris un vol pour Amman, et là,
il faut tout recommencer à l'aéroport. Ils revérifient pourquoi vous allez au Yémen, si vous avez un visa, et ensuite seulement vous obtenez votre carte d'embarquement. Et vous ne pouvez voyager que sur Yemen Airways. Then you have a boarding pass, and you can only fly on Yemen Airlines. But this was until last year. You know what happened? Mais ça, c'était jusqu'à l'année dernière. Vous savez ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un an? Les Israéliens ont bombardé l'aéroport international de Sanaa et ils ont détruit tous les Airbus de Yemen Airways, y compris celui que j'avais pris l'an dernier pour rentrer de Sanaa à Amman. C'était un Airbus tout neuf. Du coup, ils doivent racheter des avions à partir de zéro. Et tout ça est lié au blocus aérien du Yémen imposé par l'Arabie saoudite. Ce vol en provenance d'Iran a brisé le blocus aérien. Et la réaction des Saoudiens a été totale. Ils ont complètement paniqué. Non seulement parce que le premier vol, celui de Mahan Air, était déjà parti d'Iran vers Sanaa pour récupérer la délégation yéménite et la ramener en Iran, mais aussi parce que celui-ci ramenait des gens, une partie de la délégation iranienne et d'autres yéménites qui étaient bloqués en Iran ou ailleurs dans le Golfe Persique. Alors, est-ce qu'on a une réponse sur les raisons pour lesquelles les Saoudiens ont vraiment fait ça? Et ils n'auraient pas pu le faire sans le feu vert de MBS lui-même. On ne le sait toujours pas. Le mieux qu'on ait pour l'instant, d'après les médiateurs pakistanais, c'est qu'ils ont posé la question aux Saoudiens. Et la réponse qu'ils ont eue, c'est que l'Arabie saoudite allait désormais se retirer. Eh bien, s'ils ne se retirent pas, ils vont tout faire exploser. Ils ont déjà fait sauter leur propre protocole d'accord. Ensuite, ils feront exploser celui-ci, la relation avec le Pakistan, et aussi la relation entre le Pakistan et l'Iran. Donc, si les Saoudiens font vraiment ça, je dirais que ce n'est pas une petite boutique des horreurs, pour vous rappeler un classique d'autrefois. Ce sera la plus grande boutique des horreurs de tous les temps. Pas vrai, Larry? Alors, est-ce qu'on a une réponse claire sur ce que les Saoudiens comptent faire à partir de maintenant? On ne sait toujours pas. C'est encore complètement flou. Du coup, ce sera aux Pakistanais de leur dire d'arrêter. Ils ont un accord militaire avec eux, qui a d'ailleurs été renforcé il y a seulement quelques jours, quand Asim Munir s'est rendu à Riyad pour rencontrer MBS et mettre à jour cet accord. Ce sera donc aux Pakistanais de dire aux Saoudiens, s'il vous plaît, stoppez ça. Vous êtes en train de tout faire exploser, tout notre travail, y compris le vôtre au départ. Vous nous disiez que vous souteniez nos efforts de médiation, et voilà ce que vous faites. Non seulement vous avez attaqué le Yémen, mais en plus, vous avez visé un avion iranien en route vers le Yémen. Ce qui veut dire concrètement que vous avez attaqué directement l'Iran. Jusqu'à présent, l'Iran n'a rien fait à ce sujet. Ils ont fait preuve d'une patience incroyable, presque, une sorte de patience taoïste, chiite. Mais ça ne durera pas éternellement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, avec des facteurs encore plus compliqués? Apparemment, le Pakistan vient de tracer sa propre ligne rouge, et ça n'a rien de rassurant. Même si le Pakistan a, pour l'instant, réussi à contenir une confrontation possible entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Ils ont déclaré que toute attaque contre l'Arabie saoudite serait une ligne rouge pour eux. On peut interpréter ça de deux façons. Premièrement, c'est peut-être juste une déclaration de principe, publiée sur X, histoire de dire voilà, on a un pacte militaire, etc. Et bien sûr, en coulisses, les Pakistanais appellent les Iraniens pour leur dire « Écoutez, surtout pas d'inquiétude, nos relations continuent, faites-nous confiance, et ainsi de suite. » Mais, est-ce que les Iraniens ont encore de bonnes raisons de faire confiance au Pakistan? Et je pose cette question à vous tous, notre public. C'est un sujet extrêmement sérieux. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas de réponse claire sur les actions de l'Arabie saoudite. Les Saoudiens sont en train de compromettre le travail acharné que les Pakistanais ont accompli depuis au moins 2 mois, voire plus. S'ils font quoi que ce soit contre le Yémen,
ce qui serait aussi contre l'Iran. Ils détruiront la position du Pakistan en tant que médiateur neutre. C'est aussi grave que possible, et la situation risque de s'aggraver encore. Un dernier détail sur la façon dont les Yéménites prennent leurs décisions. Si l'on en croit Reuters, qui est absolument peu fiable, et je peux vous le dire en tant qu'homme de presse depuis le début, Larry le sait bien. Je viens du monde des journaux. Larry knows that. I come from the newspaper business. We in the big newspaper business, we know. Nous, dans le milieu des grands journaux, on sait très bien comment fonctionnent les agences de presse. Et quand on travaille dans un grand quotidien, on fait tout pour ne pas simplement reprendre ce que les agences nous envoient en continu. C'est comme ça que les grands journaux indépendants construisent leur réputation. Et ça, on l'apprend dès le début, quand on entre dans une grande rédaction. Alors Reuters dit Reuters a publié un article disant que les Houthis, ils ne sont même pas capables de décrire correctement, en termes journalistiques, qu'il s'agit d'Ansar Allah et des forces armées yéménites. Les Houthis, c'est une famille, l'un des membres fondateurs d'Ansar Allah, à Saada, dans le nord du Yémen. Donc même pour faire leur travail journalistique de base, ces gens-là, ils n'y arrivent pas. De toute façon, les Houthis n'attendent pas simplement un avertissement ou un feu vert des gardiens de la révolution à Téhéran pour fermer le Bab el-Mandeb. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils ont un conseil politique de 11 membres à Sanaa, des hommes extrêmement cultivés, très instruits. J'ai parlé à 5 d'entre eux l'année dernière et ils m'ont expliqué comment ils prennent leurs décisions. Il y a Abdul Malik al-Houthi, le chef d'Ansar Allah. Derrière lui, il y a le conseil politique. Et derrière ce conseil, il y a aussi un majlis. En Iran, il y a un parlement et ces décisions sont discutées entre ces 3 pôles. C'est comme ça qu'ils décident. Et bien sûr, certaines décisions font l'objet de consultations entre Sanaa et Téhéran, ce qui sera le cas s'ils décident de fermer le Bab el-Mandeb, ce qui serait sans aucun doute une carte nucléaire. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas jouer cette carte maintenant. Ils la garderont pour plus tard, dans les phases suivantes. Si ça tourne de nouveau à une guerre totale, là ils sortiront la carte du Bab el-Mandeb. Et l'un de nos amis yéménites a donné une explication très parlante. On aurait alors le triangle d'Al-Aqsa. Si on trace un triangle entre Suez au nord, Hormuz à l'est, et au sud-ouest, le Bab el-Mandeb, on obtient ce triangle d'Al-Aqsa, et le gaz serait complètement bloqué. L'Arabie saoudite aussi. Alors, est-ce qu'ils veulent vraiment faire ça contre eux-mêmes? Ça n'a absolument aucun sens, non? Mais vu que cette guerre est déjà absurde à bien des égards, c'est quelque chose qui pourrait quand même arriver. Bon, voilà, c'est peut-être notre dernier point sur le drame de la mer Rouge. Larry et Monsieur Z, à vous. Larry and Mr. Z, please take it away. Larry, go ahead and then I will add some comments. Larry, vas-y. Et ensuite, j'ajouterai quelques commentaires sur la relation entre le Pakistan et l'Arabie saoudite, ainsi qu'entre la Chine et l'Iran, et sur ce que le Pakistan fera si la situation devient vraiment tendue. Comme j'ai eu le privilège de parler avec quelqu'un qui est en mesure de s'exprimer sur ce sujet, je partagerai mon impression de ce que j'ai entendu. J'ai tendance à penser que l'attaque sur la piste, lundi, a peut-être été inspirée par des services de renseignement occidentaux en lien avec une source particulière en Arabie saoudite qui aurait même pu contourner MBS. Et je dis ça parce que quand le Yémen a riposté immédiatement, je m'attendais à ce que, si c'était vraiment une initiative saoudienne sérieuse, ils réagissent. Mais non. En fait, ils ont reculé. Ils ont tout arrêté. Donc ça s'est passé lundi. On a eu mardi, mercredi, jeudi, et là on est vendredi, 4 jours plus tard, et ils n'ont toujours pas répondu, ni riposté. L'autre chose que je remarque, c'est qu'au cours de sa riposte militaire depuis 6 jours maintenant, on entre dans le 7e, l'Iran a été très prudent.
Il n'a pas attaqué de cible saoudienne. Et pourtant, il a frappé le Qatar, même en plein deuil pour son ancien dirigeant. Alors que selon les informations, le Qatar travaillait avec le Pakistan pour essayer de relancer les négociations autour du protocole d'accord. L'Iran n'a pas hésité à les viser quand la base d'Al-Udeid était utilisée par les États-Unis pour mener des attaques contre lui. Donc il y a une dynamique complexe en cours, mais ce qui est clair, c'est que l'Iran a tracé une ligne rouge. Je pense que leur position est maintenant assez ferme, même par rapport au 17 juin. Ils ne vont pas revenir à l'accord tel qu'il est. Pour revenir à ce protocole, les États-Unis devront d'abord débloquer les fonds, lever le blocus, lever les sanctions et ensuite faire sortir Israël du sud du Liban. Je ne vois pas l'Iran reculer sur aucun de ces points. Au contraire, je pense qu'ils vont être encore plus déterminés. Et je reviens à cette phrase qu'on scandait dans les rues de Qom, dans les rues de Mashhad, dans les rues de Téhéran, « Intikam, Intikam, vengeance ». Oui. Intikam, revenge. Mr. Z? Monsieur Z. Très bien. Je pense qu'il est important de donner une perspective sur la relation entre le Pakistan, l'Iran, la Chine et l'Arabie saoudite, parce que c'est un élément clé de ce qui se passe en ce moment. Avec tout ce que je sais du Pakistan, et après avoir parlé avec des gens qui comprennent ce qui se joue en coulisses, je suis très confiant. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, et je ne peux pas prédire l'avenir. Mais je suis extrêmement confiant que le Pakistan n'attaquera pas l'Iran. Il ne fera rien qui puisse perturber la relation actuelle entre le Pakistan, l'Iran et la Chine. Le Pakistan et l'Arabie saoudite, eux, sont très proches. Ils ont beaucoup de liens, y compris des liens financiers et tout le reste, et aussi de nombreuses troupes en Arabie saoudite. Mais, pour le Pakistan, plus important encore que l'Arabie saoudite, c'est la Chine. Le Pakistan ne fera jamais rien, absolument rien, qui puisse contrarier la Chine. Et en ce moment même, le vice-premier ministre pakistanais rentre d'une série de consultations avec Wang Yi et d'autres responsables chinois, avec un mandat très clair. Faire en sorte que cette guerre se termine sur la base du statu quo ante. Maintenant, que Téhéran accepte cela, ou qu'il demande davantage de garanties sur le comportement des États-Unis, comme Larry l'a très justement suggéré, et je dois dire que je suis plutôt d'accord avec lui. Si j'étais en Iran, je me demanderais, mais pourquoi diable devrais-je vous faire confiance maintenant? Je ne sais pas si le Pakistan réussira dans cette démarche, mais je peux dire à notre public que le Pakistan n'attaquera pas l'Iran, quelles que soient les circonstances. Parce que pour le Pakistan, l'Iran est comme un enfant chéri. Et il y a environ 40 millions de chiites iraniens au Pakistan, prêts à mourir pour l'Iran aujourd'hui. C'est absolument certain. Aucun gouvernement, pas même Hassim Munir, ne pourrait survivre à ça. Donc ils ne le feront pas. En plus de ça, la Chine leur dit clairement, il faut mettre fin à cette situation. Alors, je n'ai aucune idée de pourquoi l'Arabie saoudite a agi comme elle l'a fait. Comme l'a dit Larry, qui peut savoir pourquoi, mais je peux vous dire qu'on m'a assuré qu'ils avaient accepté de se retirer. Et leur comportement montre bien qu'ils se retirent. Exactement. En ce moment, tous ceux d'entre nous qui vous apportent ces informations, qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, sont en train de parler à toutes nos sources. On essaie de voir ce qui va se passer d'ici lundi. On nous dit que lundi, c'est une date cruciale, le moment où tout le monde va devoir prendre certaines décisions. Et on espère que la décision, lundi, du tout petit de la Maison-Blanche, ce sera de revenir à la table des négociations. Voilà ce que je peux ajouter, en plus de la discussion très pertinente que notre public vient d'entendre de la part de Pepe et de toi, Larry. Oui.
Okay. Bon, on va conclure. Yes. Well, we need to remind our audiences that we are on Eh bien, Substack, il faut rappeler and à we have notre a paid public version que nous of, sommes sur Substack everything the video et que nous avons une version payante de tout ce que nous faisons pour $5 par mois. C'est le minimum que nous puissions vous demander. Substack nous permet de vous inscrire comme membre payant et de vous envoyer chaque semaine une mise à jour de tout ce que nous faisons directement dans votre boîte mail. Alors, si vous aimez notre travail, soutenez-nous, s'il vous plaît. $5 par mois, c'est moins qu'un café, mais ça nous aide énormément. Ici, c'est Transition Protocol. On est là chaque semaine, le lundi avec Larry, le mardi avec Pépé, le mercredi tous les 3, et parfois, comme aujourd'hui, un vendredi spécial, quand une guerre semble sur le point d'éclater et de détruire le monde. Espérons que non. Alors, soutenez-nous, vraiment. C'est Transition Protocol, avec les membres fondateurs Pépé et Larry. On fait tout ce qu'on peut pour vous apporter le plus fidèlement possible des informations que vous n'entendez nulle part ailleurs. Merci infiniment. À très bientôt. Thank you. Merci, à bientôt. Cheers.